Anthony Burgess, dans votre dernier roman à paraître en français, Pianiste, il y a une héroïne qui est narratrice et elle est merveilleuse, elle est irrévérencieuse et parce que son père est pianoteur dans une salle de cinéma et parce qu'elle parle avec l'accent du Lancashire, je me suis dit, Madame Bovary, c'est vous là, c'est vraiment... Oui, c'est vrai, mais la situation est un peu fantastique dans le roman, naturellement c'est un roman. Mais en général, il s'agit de la vraie vie de mon père qui était pianiste de cinéma. Mais il faut dire davantage que avant la Première Guerre mondiale, mon père était pianiste pour une petite troupe de comédiens organisée par un certain Fred Carnot, pas du tout connu en Canada ni en France. Mais cette troupe contenait deux grands comédiens. C'était Charlot, il y avait Charlot et aussi Stanley Jefferson, qui deviendrait Stan Laurel, de Laurel et Hardy. Et mon père a joué du piano pour Charlie Chaplin. Pour Charlie Chaplin et pour Stan Laurel, avant la guerre, avant la Première Guerre mondiale. Pendant la guerre, Charlot et Stan avaient quitté l'Angleterre pour devenir de grandes vedettes à Hollywood. Et mon père était dans l'armée comme soldat, pianiste. Et après la guerre, il était pianiste de cinéma, joueur de piano, il a toujours dit, il a dit, je ne suis pas pianiste. Un pianiste est un homme en tenue de soirée qui joue d'un piano parfaitement accordé, sans de fautes, et finalement il a des applaudissements. Mon père n'était pas comme ça, il était tout à fait caché dans l'obscurité du cinéma. Et il accompagnait les films, et après ça, quand la nouvelle... situation, nouvelle culture venait avec Al Jolson. Le cinéma parlant. Fini. Et d'ailleurs, vous décrivez là-dedans le regard effaré du père qui entre dans une salle et qui cherche les musiciens. Il ne les voit pas et il se rend compte que ça sort de l'écran et il comprend tout de suite que ça va marcher. Il se dit, ma foi, c'est ça qu'ils veulent. Oui, il y a une autre chose, j'ai dû expliquer que la narratrice, c'est moi, Madame Flaubert, c'est moi. Mais après la guerre, après la Première Guerre mondiale, avec cette grande grippe qui a convulsé le monde, le grand jeu de Dieu existe sans doute. Ma mère et ma sœur étaient mortes dans la même semaine et c'était moi qui étais en vie, mais j'ai changé la situation. Oui, vous avez dit que son frère... C'est moi qui est mort et le sœur survit et voilà. Et vous dites d'ailleurs, et ça c'est burgessien, vous dites c'était pas la guerre qui tuait, c'était la grippe, la petite blague de Dieu. Dieu rit des gens et Dieu est cruel. Dieu est grand blagueur, sans doute. Oui, c'est vrai. Et alors, l'histoire qu'elle nous donne, qu'elle raconte, c'est une vraie histoire, en effet. Mon père jouait tout le temps dans le cinéma, 2 fois, chaque soirée. Pour un matinée, les samedis, les mercredis. Et c'était un emploi très précaire aussi, très difficile à faire. Je sais bien parce que je l'ai fait moi-même. Mais là-dedans, il y a aussi, c'est une femme qui parle et vous lui donnez une carrière très féminine avec des choses qui n'auraient pas pu vous arriver. Elle sera toute jeune violée et elle ne se laissera pas abattre par ça. Oui, c'est vrai en effet. Oui, et elle ne se laissera pas abattre. Et on voit dans ce roman-là ce qu'on a vu dans Une orange mécanique, dans beaucoup de vos romans, coexistence de l'horreur et du courage et de l'humour. Je ne sais pas si vous pouvez m'expliquer un peu. Je crois que ce n'est pas un livre horrifiant, ce n'est pas comme L'orange mécanique, mais j'ai essayé d'écrire quelque chose pour faire rire, quelque chose de drôle, mais en même temps, j'ai essayé de présenter la réalité d'une certaine période qui est passée, c'est-à-dire la période après la Première Guerre, avant la Seconde Guerre, mais c'était exactement comme ça. Chez nous, à Manchester, en Lancashire, région que les Français ni les Canadiens ne connaissent pas beaucoup. Mais ce qui me frappe, vous dites qu'il n'y a pas d'horreur, mais quand ce roman est paru en anglais il y a 2 ou 3 ans, qu'est-ce que les féministes vous ont dit quand, elle, subissant le viol, sa réaction sera les hommes ne savent pas comment faire, je vais leur montrer comment on fait ça. C'est une drôle de réaction. Oui, j'ai discuté cette invention avec plusieurs femmes. J'ai imaginé dans le livre que ma narratrice est l'initiateuse d'une certaine école de l'amour
parce qu'elle pense, après avoir vu son père qui jouait le piano tout le temps, peut-être le corps d'une femme est une espèce d'instrument de musique et les hommes en général ne savent pas comment y jouer, en jouer. Et finalement, ces écoles sont nécessaires. Et je crois que c'est vrai. Et les femmes en général sont d'accord avec moi. Mais il y en a qui ne le sont pas, sûrement. Oui, mais oui, pourquoi pas. Mais c'est vrai, j'adore les arts, j'adore la musique, la peinture, la littérature, mais après tout, c'est l'amour qui est le plus important. Et quand on sait aussi que vous êtes catholique, enfin un catholique particulier, j'étais catholique. Vous avez été catholique, vous êtes un lapsed Catholic, comme disent les Anglais. Mais je me suis demandé, dans la scène où c'est une scène un peu magique, ce sont des sœurs belges très belles, très idéalisées, qui viennent, qui emmènent la jeune femme, mais tout ça est un coup monté pour fabriquer des bordels. Oui, j'espère bien que c'est une fabrication. J'espère bien, mais je ne suis pas sûr. La vie est très étrange et c'est bien possible. Parce que c'est l'amour et nos chrétiens croient en l'amour et l'amour a deux côtés, n'est-ce pas? Le côté physique, le côté émotionnel, le spirituel, religieux, etc. Mais en effet, le livre. Mais vous ne croyez, oui. Vous croyez pas qu'il y a des. Vous dites une religieuse à talons hauts, très belle, belge, et qui finalement trafique les jeunes femmes dès qu'elles sont en Belgique pour aller vers les bordels. Ça, c'est pas arrivé, ça. Non, si cette situation existait, je ne serais pas surpris, pas du tout. Mais je dois dire que j'ai présenté ici une situation très catholique parce qu'en Angleterre, au nord-ouest surtout, les familles catholiques n'étaient pas touchées par la réforme, la grande réforme. Nous avons préservé la vieille religion, mais en conséquence, nous étions persécutés par le gouvernement protestant. Ce n'était pas possible d'obtenir, par exemple, une profession de devenir médecin, ni avocat, ni professeur, parce que l'éducation supérieure était niée aux catholiques, jusqu'à un acte de Gladstone, quel an c'était le Catholic Emancipation Act de 1829. Les Irlandais, catholiques irlandais, les catholiques britanniques, pour la première fois, pouvaient aller à l'université, mais c'était trop tard pour toutes les familles catholiques. C'était trop tard. S'il y avait un peu de talent dans la famille, c'était toujours exprimé dans le théâtre populaire. Et même si l'héroïne, à un moment donné, se plaint, elle a un jeune copain, un jeune mec irlandais qu'elle aime bien, mais il passe son temps à se plaindre des Anglais, alors elle ne veut plus entendre ça. Mais malgré cela, j'ai l'impression que vous et elle, vous trouvez la société britannique en tant qu'Irlandais, finalement, hypocrite et répressive. C'est vrai, comme la société parisienne. Ouais, on n'ose pas dire, on n'ose pas dire ça. Mais je vois dans la civilisation, dans la culture anglo-saxonne, des éléments hypocrites, sans doute. Et peut-être l'hypocrisie, c'est une espèce de protection pour un peuple très insulaire. C'est nécessaire de cacher la vérité pour se préserver. Mais je n'aime pas ça. Étant catholique moi-même, je suis lié, je crois, à une civilisation un peu plus ouverte, un peu plus honnête, et pas du tout menteuse comme la nôtre, comme la civilisation britannique. Et l'héroïne dira aussi de l'Amérique, c'est une société névrosée, donc elle n'ira pas fonder son école de l'amour là-bas, mais elle finira en France méridionale, dans le midi de la France. Oui. Et je me suis dit, bon, alors un peu comme Hemingway, vous avez conclu que le salut était du côté des peuples latins. Est-ce que c'est trop simple? C'est après un début oriental. Elle voit pour la première fois la possibilité d'établir ces écoles. Mais moi-même, j'ai habité en Malaisie, à Bornéo, et j'ai vu que le sexe, ce n'est pas une chose honteuse. On n'a pas de la pudeur en Malaisie en matière de sexe, ni en Thaïlande. Le sexe, c'est un aspect de la vie. Et comme vous savez bien, du grand livre le Kama Sutra, c'est une chose pour étudier au sérieux. Ce n'est pas une chose qu'on fait très honteusement, avec beaucoup de pudeur, comme en Angleterre. C'est une chose très importante. En conséquence, il y a la possibilité de faire des courses d'éducation.
Et il y a eu deux grands appétits dans votre vie, ça revient constamment. Il y en a un qui vous a déçu, finalement, c'est l'alcool. Votre première femme est morte d'une cirrhose. Malheureusement, c'est vrai. Et par contre, le sexe ne vous a pas déçu, ça vous a comblé. Il y a eu deux grandes tentations. Oui, oui. Et c'est très catholique, dans le fond. Oui. Il y en a une qui... C'est le boisson, ce n'est pas une tentation pour quelqu'un. C'est un aspect de la vie, comme vous savez bien, de la vie irlandaise catholique. On dit que les Irlandais ne sont pas très sexuels à cause de la boisson. C'est peut-être comme ça aussi avec les Écossais. Ma première femme était galloise. Il y a une grande différence. Les Gallois ne boivent pas beaucoup. Il n'y a pas de liqueur spiritueuse comme les Écossais, comme les Irlandais. Et en conséquence, il y a une chose à faire. Les soirées, c'est l'amour. Il y a les montagnes. Est-ce que vous venez avec moi au sommet de la montagne, au sommet de la montagne. Mais vous, en Asie, vous et votre femme, vous racontez que vous plantiez les bouteilles vides de gin dans la cour devant la maison parce qu'il y en avait tellement. Alors, il y a eu un moment où elle et vous, ça vous paraissait le seul exutoire possible. Pourquoi? C'est pas exactement, j'ai oublié, mais le boisson, je ne peux pas... Je ne peux pas parler beaucoup de ces jours de la boisson parce que c'était pour moi une situation très horrifiante pour moi. Découvrir que ma première femme était malade d'une situation, d'une maladie que j'ai dû attraper moi-même parce que nous avons bu à la même mesure tout le temps dans les pubs, dans les clubs, dans les cafés et finalement, j'ai vu la situation très claire. Nous avons bu tous les deux bouteilles de gin par jour, 2 bouteilles de vin aussi, et après les collations avec du vin, avec du gin, on a bu aussi dans les pubs. Situation pénible, mais les femmes en général, et surtout les femmes galloises, n'ont pas de grand froid. Le froid est très petit. Et vous avez vu la situation vis-à-vis de grands artistes gallois, Richard Burton. Oui, Richard Burton en avait un bon, je pense. Voilà, et Dylan Thomas, qui ont bu, pas beaucoup, mais qui a trop pour un gallois. Le froid gallois est très petit. C'est cela, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr. Moi non plus, j'ai l'impression que c'est et les froids des femmes galloises sont très très petits. Mais vous étiez tout de même tous les deux en révolte contre, surtout dans un milieu colonial britannique. Vous étiez à Brunei, à Bornéo. Oui, c'est vrai. Vous étiez en révolte contre un milieu très répressif. Est-ce que l'alcool n'était pas une façon de compenser? Exactement. C'était comme ça. Oui, c'est vrai, c'est bien vrai. Parce que j'adorais la Malaisie. C'est un pays tout à fait adorable avec ce mélange de races, de religions, de cultures. Mais à Bornéo, la situation est tout à fait différente parce que les fonctionnaires étaient d'un caractère assez mauvais. Et il n'y avait pas de... L'atmosphère est tout à fait philistine. Il n'y avait pas en culture. Il n'y avait que le pétrole, la richesse. Et dans les écoles, dans les collèges, les enfants, les élèves ne voulaient pas être éduqués parce qu'ils étaient déjà riches. Ils ne voyaient pas la nécessité d'être éduqués comme ça. En conséquence, j'étais tout à fait frustré, et j'ai bu, et mes femmes aussi. Mais ça, c'est fini. Je ne bois rien ces jours. Mais je suis curieux parce que le sultan de Brunei, aujourd'hui, passe pour être l'homme le plus riche du monde. Les Britanniques ne sont plus là. L'homme le plus riche du monde. Bon, et est-ce que vous trouvez que ça s'est amélioré avec le départ du régime colonial britannique ou c'est pareil? Oui, mais ce n'était pas exactement en colonie. C'est sous la protection du gouvernement britannique. Un pays très sauvage, où les Américains avaient découvert le pétrole. Et ce n'était pas possible. Il n'y a pas de civilisation. La culture est une culture de pêcheurs. En 200, si vous voulez, en 200. Mais le sultan, à ce temps-là, est l'homme très rigide, très puritain. Le nouveau sultan, son fils, est civilisé, cultivé, et tout change. Mais je ne l'ai pas vu.
Mais ce que je vous demande, dans le fond, c'est au tiers-monde. Vous avez beaucoup écrit aussi sur le tiers-monde. Quand les Occidentaux se sont retirés, Oui, oui. Ce qu'ils ont laissé derrière, est-ce que ça s'est mis tellement à mieux aller? Il y a des cyniques qui disent un mal a remplacé l'autre. Oui. Non, c'est important. Pour moi, c'était très important habiter en Malaisie, pas en Bornéo, en Malaisie, parce que j'ai commencé à écrire. J'étais en Malaisie comme fonctionnaire et j'ai lu naturellement les romans, les contes de William Somerset Maugham, mais il me semblait que Maugham ne connaissait pas du tout la vraie nature de ce pays, cette région. Et j'ai dû composer des livres qui montreraient à l'avenir la nature de cette civilisation mixte. Et je l'ai fait. J'ai commencé à écrire et je continue à Bornéo. En un certain sens, c'est une espèce de salvation parce que j'étais tout à fait frustré et je n'étais pas sûr si j'étais musicien, compositeur ou écrivain, et j'ai trouvé finalement mon métier. Là. Mais c'est quand vous quittez l'Asie que vous devenez finalement extraordinairement prolifique à cause d'un événement qui s'est passé là-bas. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, vous l'avez souvent raconté, mais... Un événement très mystérieux parce qu'on m'a dit que j'avais un tumeur cérébrale, c'est ça? Oui, c'est une tumeur au cerveau. Et on a découvert, on m'a dit qu'on a découvert cette situation, mais en Angleterre, dans les hôpitaux, on m'a dit que oui, il y a quelque chose comme ça, très étrange dans le cerveau. J'ai dit c'est le talent, sans doute. Non, c'est pas le talent, c'est une tumeur cérébrale inopérable. Et vous nous donnons un an à vivre. Et il avait le prospect d'une veuve, sans la possibilité de vivre elle-même. Elle a perdu la possibilité de travailler. Et j'ai dû écrire, pas très vite, mais très dur. Pendant cette année finale, cette pseudo-finale, j'ai composé 6 romans. 6 romans en 14 mois, c'est quand même énorme. Non, c'est possible. Si on écrit 2000 mots par jour, avant le petit déjeuner, on a la journée libre, mais c'était possible à ce temps-là et j'ai continué un peu. Chaque jour, j'essaie écrire 3 pages de dactylographe. Mais ce qui est intéressant aussi dans l'histoire, c'est la raison pour laquelle, donc, en vous disant cela, on vous fait quitter l'Asie, on vous rapatrie en disant il faut vous soigner, et vous découvrez après que, ma foi, vous êtes encore là, il n'y en a pas eu de tumeur au cerveau. Quelle est votre explication de l'événement? Je peux pas. Peut-être il y avait une explication politique. À cause de cette situation à Bornéo, ma première femme a insulté le duc d'Édimbourg. Il y avait des bagarres et évidemment le gouvernement de Brunei voulait bien que je quitte, excusez-moi, subjonctif, que je quitterais le pays. Et on a trouvé un prétexte, le prétexte était clinique, médical. Et le prince Philippe, vous l'avez revu récemment et il a évoqué ça. Avant Noël l'année passée, je l'ai rencontré. Il a rappelé la situation et il m'a dit, est-ce que vous étiez expulsé? Et j'ai répondu, naturellement, oui. J'ai pensé que ça. Mais ça aussi, c'est une blague cruelle du destin que de dire à quelqu'un qu'il est menacé de mort, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Le gouvernement britannique est toujours très rusé, vous savez, et pas du tout sympathique en général. C'est très froid, un gouvernement très froid. La situation coloniale était comme ça. Quant à moi, je suis en vie, j'ai écrit, j'ai fait le boulot d'écrivain et je n'ai rien à complaindre. Eh bien, Anthony Burgess, on va justement explorer ça, on y revient tout de suite. De retour donc à cette conversation avec Anthony Burgess, un auteur très prolifique, excellent francophone et polyglotte, l'auteur notamment d'Orange Mécanique. Et Monsieur Burgess, on va justement parler de ce roman-là parce que, pour votre plus grand malheur peut-être, c'est le cinéma qui vous a rendu célèbre et c'est pas vous qui avez fait le film. Oui, on parle peu de ça. Oui, l'Orange Mécanique, ce n'est pas le vrai titre. Le titre en anglais, c'est Clockwork Orange, c'est-à-dire littéralement
orange, horloge. Oui, un mécanisme d'horloge. On peut dire ça, en italien, on peut dire une arancia a orologeria, horlogerie, c'est Oui. ça. Mais c'est nécessaire de se souvenir du vrai titre parce que je l'ai tiré de la type de l'espèce d'anglais qu'on parle à Londres. Surtout les anciens cockneys parlent des choses qui sont bizarres. C'est bizarre comme une orange mécanique, une horlogerie. Et une chose étrange, bizarre, mais le titre me semblait symbolique d'une situation bien possible dans le monde mécanisé, c'est-à-dire la possibilité de convertir un homme qui est orang en malais, orang, orange, orang en malais, comme vous savez bien, orang-outan, etc., en chose mécanique, la possibilité des conditionnements dont on a parlé beaucoup au temps de mon retour en Angleterre. En Angleterre, il y avait, dans les années 60, un nouveau phénomène. C'était le voyou, le jeune voyou. Oui, le jeune voyou. Nous avons des gangs, nous avons des organisations, des mobs, des rockers, des teddy boys et tout ça. Et on a parlé dans le Parlement anglais de la possibilité de convertir ces voyous en vrais humains, doux et acceptables à l'État, avec un système de conditionnement. Et j'avais peur. Et c'est à cause de mon catholicisme. Parce que l'homme, à mon avis, l'homme est libre. Et la liberté de choix, le libre arbitre, oui. C'est la seule chose d'importance sur la vie humaine. Mais ce qui a frappé les gens là-dedans, et vous êtes dans la situation de plusieurs auteurs qui disent une chose et on en comprend une autre, oui. Ce qui a frappé les gens, c'est que vous avez mis le conditionnement totalitaire devant une anarchie qui fait penser au terrorisme, finalement. Les deux sont méprisables. Oui, c'est un livre qui semble un petit jeu d'esprit, un petit jeu de mots, si on peut dire ça. Mais en général, j'étais préoccupé avec une situation très ancienne, très orthodoxe dans la religion catholique, c'est-à-dire la capacité de choix. Si on est libre, si on peut choisir, on devrait avoir deux choses entre lesquelles on peut choisir, c'est-à-dire le mal et le bien. Et le mal est une nécessité pour un système théologique quelconque, parce que sans le mal, il n'y a pas la possibilité de choisir. Mais comme beaucoup d'auteurs modernes, vous semblez dire que la société industrielle ou post-industrielle nous enlève ce choix-là. Ce n'était pas une question sociale, à mon avis, c'est une question tout à fait théologique. Parce que l'homme est une créature capable de mal. Le mal, c'est une invention humaine, peut-être. On a inventé aussi le diable pour l'expliquer, mais le mal est une chose très, très humaine et peut-être très, très nécessaire à la vie. Et quand j'ai écrit le livre, naturellement, j'ai reçu des critiques, des réponses qui montrent évidemment que personne n'avait pas compris le livre. On a pensé que c'était une expression de ma violence, ma propre violence. J'étais un homme violent qui a voulu présenter la violence parce que j'aimais la violence. Ce n'était pas vrai. Quand j'étais en train d'écrire le livre, j'étais ivre, j'étais saoul tout le temps, parce que je voulais me cacher la violence que j'ai dû présenter. Et encore une fois, pour les spectateurs, je vais vous faire préciser une chose. Il y a un événement terrible dans votre vie. On parlait tantôt de votre épouse et vous en Asie. Là, c'est pendant la guerre, avant. Elle a été, elle, comme quelqu'un l'est dans le film, elle a été attaquée par des soldats américains. Oui, c'est vrai. Il y avait 4 soldats américains, 4 déserteurs, et qui avaient attaqué ma femme à minuit à Londres. C'était pas assaut sexuel, c'était tout à fait pour voler quelque chose. On a arraché l'anneau. L'anneau, exactement, l'anneau de mariage, l'anneau matrimonial. Et à ce moment-là, elle a crié
Et on a attaqué vicieusement. Et la conséquence était qu'elle avait perdu notre enfant. Elle était enceinte à ce moment-là. Un avortement volontaire comme ça, involontaire. Et elle, avec une continuelle, une menstruation continuelle, elle avait perdu beaucoup de sang tous les jours. Elle a dû remplacer le liquide par boire, pas trop boire. Et voilà la conséquence de ça, et sa mort prémature. Et le livre que j'ai écrit était pour, qu'est-ce qu'on peut dire, pour catalyser, faire une catharsis. Une catharsis de mes émotions. Et peut-être c'était un acte aussi de pardon. J'ai essayé de pardonner ces hommes parce que c'est dans la nature humaine se comporter comme ça. Mais c'est ça qu'il y a de, si je puis dire, de catholique chez vous, c'est la coexistence du bien et du mal sans que l'un ne l'emporte sur l'autre. Dans ce roman-ci, qui est moins horrible, comme vous le disiez, l'héroïne dit à un moment donné, elle raconte que la mort du petit frère, elle dit « la vie est absolument terrible, mais on ne peut pas s'en passer, elle est belle aussi, c'est ça qui est encore plus terrible. » La coexistence, les deux, c'est la vie. On ne peut pas échapper le mal, ni même en soi-même. Je suis très conscient de cet élément dans ma nature. Je suis mauvais comme les autres. Mais le mauvais est toujours... Il y a un équilibre, on espère, entre les deux. Mais ce siècle m'a semblé être le plus mauvais de tout. Oui, pourquoi? Parce qu'on a vu trop de violence, trop d'agression, trop de mal, dans une quantité supérieure, quantitativement. C'était le pire. Vous pensez à Staline, Hitler, vous pensez au grand totalitarisme? Oui, quand on pense aux Allemands, aux nazis, aux camps de concentration, Auschwitz et les autres, évidemment, on a vu très spectaculairement la nature du mal. Et j'ai dit, en effet, dans ce livre, Orange Mécanique, qu'on doit accepter le mal parce que c'est la vie, c'est un aspect de la vie. On ne peut pas le changer. Et les gouvernements qui espèrent qu'il y a la possibilité de faire de nous tous des citoyens modèles, des citoyens qui évitent. Qui évite le mal, c'est pas possible, c'est impossible. Mais est-ce qu'il n'y a pas au moins une réussite? C'est justement les bonnes vieilles démocraties imparfaites, où on ne veut pas faire des citoyens parfaits, mais où vous et moi, on peut s'asseoir et en parler, au moins, sans être... Mais j'ai toujours pensé que peut-être l'agression produit pas seulement la violence, mais aussi l'art. L'art est une espèce d'agression parce qu'on est agressif contre les matériaux de l'art. Si je compose un morceau de musique, je suis un peu violent avec les éléments de la nature, les sons. Avec la littérature, on prend les paroles, on prend les mots et on fait des nouvelles choses avec eux. Mais préalablement, on détruit. Et après avoir détruit les éléments, on construit quelque chose. Les destructions et les constructions sont des jumelles. Et vous qui avez tellement contemplé l'horreur de près et qui avez voulu justement faire de l'art, peut-être pour y échapper, je me suis demandé pourquoi vous n'avez pas été plutôt... Vous êtes compositeur. Oui. Comme il y a une pureté là-dedans d'ailleurs, l'héroïne, son père est musicien, mais son petit-fils, ce sera sa plus grande joie, va l'être aussi. C'est comme si vous disiez, j'aurais préféré rester compositeur. Non, c'est une chose très intéressante. Évidemment, la musique est art du grand conflit du monde. La musique n'est pas mauvaise, n'est pas bonne dans le sens d'être seulement agréable. Ce n'est pas éthique, ce n'est pas une question de moralité avec la musique. En conséquence, je suis toujours tiré à cet art qui est pur. Et je suis romancier de profession, j'ai publié 30 romans et d'autres livres, mais je suis conscient tout le temps d'être, c'est un sens pas défilé, c'est pas ça. J'ai une sensation d'être sale, parce que je me mêle avec les éléments sales de la vie. Souillé. Dans la musique, voilà, c'est ça, exactement, c'est le mot juste. Mais avec la musique, ce n'est pas comme ça. La musique ne dit rien.
cette peut-être une image du paradis, et en conséquence, c'est là le plus valable de toutes. Et on voit que vous faites par votre amour des langues, puisque vous êtes polyglotte. Non, je ne parle pas du tout. Mais vous parlez plusieurs langues. Non, je parle toutes les langues également mal, comme je parle mais français. Plusieurs, et ensuite vous vous servez de ça. Et c'est un peu de la musique que vous faites en prose. Dans Orange Mécanique, il y avait le Nadsat, l'espèce de... Ah voilà, oui, voilà, j'ai inventé un langage, une langue, dans le livre, parce que au temps de l'écrire, j'ai essayé d'utiliser le patois des jeunes à ce temps-là, mais j'ai réalisé qu'avec la publication du livre, le patois serait déjà mort. C'était bien nécessaire d'inventer quelque chose qui n'avait pas la possibilité de mourir comme ça. J'étais en Russie et j'ai vu que les Russes avaient les mêmes problèmes que nous. Il y avait des voyous, des styliagis, qui étaient très très violents. Et j'ai pensé, voilà, peut-être si on faisait une nouvelle langue composée du russe et de anglo-américain, il y aurait une chose ironique, parce que la langue des grandes superpowers, des grandes puissances, les superpuissances. C'est ça. Si ces deux langues deviennent la langue d'un jeune homme hors de la politique, il y avait un aspect ironique dans le livre. Un peu orwellien. Parce que le thème n'est pas du tout politique. Je parle seulement de, qu'est-ce qu'on peut dire, le secteur privé de la violence. Et il y a une touche d'ironie. Oui, mais vous devez trouver, vous avez écrit ça il y a presque 30 ans, vous devez trouver que beaucoup de ces choses-là se sont réalisées. Malheureusement, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Mais je crois aussi que l'homme est toujours comme ça. Ce n'est pas un phénomène que ce siècle a inventé. L'homme est toujours ça. Et préalable, moi, j'ai pensé à l'idée d'écrire un livre sur les jeunes du temps de Shakespeare, qui était exactement comme ça. Mais le gouvernement, à ce temps-là, avait découvert une solution très, très facile au problème de la violence, c'est-à-dire de prendre des ordres immédiats. Ces jours, c'est différent. Nous sommes démocratiques et tout homme a un certain droit de vivre. On a changé une Élisabeth pour une autre. C'est pas la même monarchie. Voilà, c'est vrai. J'ai l'impression qu'après, quand on compulse votre œuvre, après la musique, ce qu'il y a de plus pur, malgré tout, c'est l'amour physique. Ça, oui, c'est vrai. L'héroïne ici s'en sert comme d'une libération. Oui, je dois dire aussi que, à propos de ce livre, Orange Mécanique, que le vrai crime du livre est le crime fait du gouvernement qui, en changeant ce petit voyou en citoyen pur et bon... En lavant son cerveau. Voilà, exactement comme ça, il n'a pas la possibilité d'entendre la musique, écouter la musique, sans l'envie de vomir. À cause le gouvernement, évidemment, ne comprend pas bien la nature du cerveau humain. Il y a des éléments pas du tout politiques, et la musique est un aspect de la vie pas du tout politique. Et sur le plan, à part la musique, sur le plan sensuel, j'ai l'impression que selon vous et selon vos personnages, il y a une dégradation moderne. À un moment donné, elle dit, l'héroïne de pianiste, on mange plus rien qui ait du goût aujourd'hui. On mangeait mieux il y a 50 ans, il n'y a plus rien qui goûte rien. Elle s'endort un soir sur un roman de Le Carré et vous lui faites dire, c'est tellement ennuyeux que justement ça ne sert qu'à ça. Non, c'est naturel pour... une vieille dame comme ça, comme moi, je suis un vieillard moi-même, j'ai 72 ans. Et, naturellement, je suis plein de nostalgie. Le passé me semble meilleur que le présent, c'est naturel. Mais je crois que j'ai raison quand je dis, par exemple, que la vie était plus intéressante à ce temps-là. Après la Première Guerre mondiale, il y avait un théâtre populaire, il y avait une génération qui se divertissait beaucoup avec la boisson, avec la fumée, avec la musique et avec le sexe peut-être. Mais tout a changé. Le gouvernement n'avait pas
le pouvoir à ce temps-là de se mêler dans la vie intérieure des citoyens. Donc, c'est selon vous le pire des siècles, celui-ci, mais il a bien commencé. Elle a bien commencé, quoi, peut-être le pire siècle commencé avec en 1933, peut-être, avant. Avec Hitler. La vie était acceptable. C'était peut-être pas tout le siècle, mais cette portion. Et vous, est-ce que les romans de John le Carré, ça vous fait dormir? Oui, naturellement. Je ne l'aime pas beaucoup parce qu'il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de comique, il se prend trop en sérieux tout le temps. Et c'est dommage que la seule chose littéraire que les Anglais ont produit depuis la guerre, c'est le roman d'espionnage. C'est stupide. Auparavant, nous avions une grande littérature qui s'agissait de la vie entière, mais c'est étrange et c'est honteux que la seule littérature que le monde accepte l'Angleterre, c'est ça. Et dans le fond, votre père, là, dont vous racontez l'histoire d'un pianiste et que vous avez tellement admiré, ce que vous aimez chez lui, je pense, c'était le talent qui n'a pas été reconnu, le talent caché, le talent modeste. C'est ça aussi que vous admirez. Tu es modeste? Pas la culture officielle. Il se démarque de la culture officielle. Oui. Et vous aussi, vous voulez vous démarquer de la culture officielle. La culture officielle, ça existe en Angleterre, je ne suis pas sûr. La culture officielle, non, il y a une culture démotique, peut-être, une culture élitiste, mais la culture du peuple est disparue. Et c'était possible, autant que j'ai décrit dans le livre, considérer que les deux aspects de la vie étaient, au fond, la même chose. Il y avait une certaine unité dans la vie que nous avons perdue. Eh bien, mon père jouait du piano dans le cinéma, mais chaque jeudi, je suis allé avec lui au concert de Halle, le Halle Orchestra de Manchester. J'ai entendu la musique de Wagner. Et il n'y avait pas cette division qu'on trouve ces jours dans la culture populaire et la culture élitiste. Eh bien, Anthony Burgess, c'est un univers dans lequel, je le sens, plusieurs de nos spectateurs vont pénétrer en lisant votre livre. Merci, félicitations. Merci à vous.